Bonjour, je suis Nathalie Catellani, directrice de l'INSPE de l'Académie d'Amiens et vice-présidente du réseau des INSPE en charge de la recherche. Et j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre du 9e printemps du printemps de la recherche, pardon, consacré à l'évaluation à l'école et aux enjeux pour la formation initiale et continue des enseignants et personnels d'éducation. De vous accueillir à cette conférence que nous donnera Daniel Barth. Je rappelle au public qu'il peut, quand il le souhaite, poser des questions eh bien, au sein de la petite icône questions que je verrai, et questions que je relayerai auprès de notre conférencier. Je le présente donc. Daniel Barth est professeur des universités en 70e section à l'Université de Lille et il enseigne au département en sciences de l'éducation et de la formation. Il mène des recherches sur les pratiques et les modèles d'évaluation scolaire avec une perspective d'approche critique en didactique. Dans ce cadre, il a entre autres mené des travaux sur l'évaluation du PISA et en a questionné les fondements thématiques et méthodologiques ainsi que le traitement des contenus. Je cède tout de suite la parole à Daniel Barth pour une conférence intitulée « Recherche sur l'évaluation en didactique du français et des mathématiques, quelques apports pour la formation des enseignants ». Merci beaucoup, chers collègues, de cette présentation et de ces quelques mots. Bonjour à tout le monde, merci de votre participation. Je voudrais aussi remercier Nathalie Sayac pour son invitation initiale. Remercier également Marianne Salomon et Nathalie Catellani pour l'organisation de la réflexion collective et l'opportunité que nous avons d'échanger sur ces questions d'évaluation. Alors, je vais juste vérifier, voilà, merci. Alors, comme l'indique le titre et le résumé de mon intervention, je voudrais proposer aujourd'hui quelques pistes pour identifier en quoi des apports de recherche didactique sur l'évaluation scolaire pourraient contribuer à cerner des défis et enjeux pour penser à la fois l'activité des enseignants dans leur classe et des questions de formation pour reprendre les thématiques de ce printemps de la recherche 2023. Dans cette perspective, je vais tout d'abord donner quelques précisions sur le point de vue et le cadre théorique didactique dans lequel s'inscrivent mes travaux sur l'évaluation. Alors, comme l'a indiqué Nathalie Catellani, je mène en effet depuis une dizaine d'années des travaux sur l'évaluation scolaire en me saisissant des approches didactiques de ces questions et plus particulièrement des approches didactiques critiques de l'évaluation. Et dans cette perspective, comme Nathalie Catellani le disait, j'ai notamment analysé avec Bertrand Donnet les orientations théoriques et méthodologiques d'une évaluation dite de référence, l'enquête PISA. Alors j'entends ici le mot critique au sens de l'interrogation et de la mise en débat des modèles en évaluation. Modèles ou méthodes en évaluation tels que se présente le PISA, qui se présente comme une évaluation de référence, comme je le disais à l'instant. Comme nous le verrons dans la présentation que je vous propose aujourd'hui, cette dimension critique sera manifeste dans les travaux sur lesquels je vais me pencher et dont les diapositives donneront les références. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le diaporama. Pour souligner l'intérêt de cette orientation critique de la recherche didactique, je voudrais commencer par m'appuyer sur une conférence qu'avait prononcée il y a une dizaine d'années Roland Guagou dans le cadre d'un colloque proposant alors un état des lieux de la recherche didactique et des perspectives pour la formation. Au cours de ce colloque, donc, Roland Guagou avait prononcé une conférence qui interrogeait les conditions dans lesquelles, selon lui, la recherche didactique pourrait ne pas devenir un luxe inutile. En tant que didacticien du français, notamment spécialiste des questions touchant à la lecture, Guagou expliquait en particulier que la recherche didactique pourrait être utile à l'amélioration de l'enseignement au service des apprentissages des élèves en s'attachant à l'étude des conditions qui favorisent ces apprentissages. Présentant son approche théorique, ce didacticien préconisait alors que l'étude de ces conditions qui favorisent l'apprentissage prenne plus particulièrement appui sur une analyse de l'activité de travail des enseignants en visant un triple objectif. Observer ces activités pour mieux les comprendre, conserver
ces activités enseignantes pour en assurer la transmission en formation professionnelle et expérimenter des activités innovantes. Mais Guagou insistait surtout dans sa conférence sur le fait que pour parvenir à ces recherches qui ne seraient plus un luxe inutile, pour reprendre les mots de l'auteur, la didactique doit, selon lui, ou disait-il, se démarquer des approches qui procèdent à des analyses en creux du travail enseignant ou se démarquer des approches qui, selon Guagou, se focalisent sur les décalages existants entre les pratiques observées et les pratiques que les chercheurs jugent souhaitables. Guagou évoque ici des travaux qui passent, dit-il, à côté de la compréhension de l'action des enseignants, faute d'avoir cerné les buts que les enseignants peuvent se donner, poursuit l'auteur, en réponse aux prescriptions qui leur sont adressées, y compris parfois par les chercheurs en didactique eux-mêmes. D'une certaine manière, on peut donc considérer, d'après Guagou, qu'avant de penser pouvoir établir des propositions d'innovation à même de résoudre des difficultés d'enseignement ou d'apprentissage, une didactique utile, selon lui, devrait d'abord chercher à décrire les activités de la classe et tenter de comprendre leur logique du point de vue du travail des enseignants et de la conduite des élèves et de la classe. Or, si cette idée de Guagou de devoir mieux comprendre les fonctionnements de la classe et ses problèmes éventuels avant de chercher à les résoudre peut a priori apparaître comme une idée évidente au plan théorique, il faut, avec Guagou et d'autres auteurs, reconnaître que ce n'est pas nécessairement le courant dominant dans les recherches didactiques. Nombre de didacticiens ont en effet souligné combien leur discipline de recherche était marquée par une tradition historique normative ou prescriptive, souvent déconnectée d'une étude fouillée des pratiques de la classe. Dans le cadre de ce printemps de la recherche, qui aborde la question spécifique de l'évaluation en tant qu'enjeu et défi pour la formation des enseignants, rappeler ces éléments de débat et de réflexion me semble donc nécessaire. Et insister sur les questionnements critiques soulevés par Guagou me paraît d'autant plus intéressant que ce didacticien du français a une histoire riche et mouvementée avec la formation des enseignants, comme le rappelle la diapositive que je vous propose. En m'inspirant donc des propositions de Roland Guagou, je voudrais donc revenir avec vous sur deux recherches didactiques concernant l'évaluation et qui me semblent manifester une forme d'utilité possible de la didactique pour penser la formation des enseignants à propos de l'évaluation et des pratiques évaluatives en classe. Pour ce faire, j'ai en effet choisi de présenter deux recherches historiques en didactique du français et en didactique des mathématiques de deux spécialistes majeurs de ces disciplines de recherche. D'une part, Jean-François Alté en didactique du français et d'autre part, Yves Chevalard en didactique des mathématiques. Débattre aujourd'hui de ces deux recherches, ou de ces deux auteurs, m'a semblé particulièrement utile pour notre réflexion, dans la mesure où, dans ces travaux, ces deux chercheurs se sont intéressés à des pratiques emblématiques d'évaluation scolaire. La notation des rédactions dans la discipline français pour Alté et la notation des contrôles de mathématiques pour Chevalard. Or, ces deux pratiques emblématiques des évaluations enseignantes sont souvent critiquées ou disqualifiées, sans pour autant que ces critiques ne soient systématiquement appuyées sur des analyses fines des pratiques effectives d'évaluation dans les classes. Et nous verrons que, bien au contraire, c'est le choix qu'ont fait ces deux auteurs dans leurs travaux. Les pratiques de notation ou d'annotation sont aussi très souvent l'objet de propositions de méthodes et d'innovations, que ce soit en recherche ou en formation, propositions qui, là encore, ne prennent pas toujours appui sur les spécificités des situations d'enseignement dans les classes, comme cela a été montré dans le cas de propositions d'évaluation formative. À l'inverse, nous allons voir que ces travaux fondateurs d'Alté et Chevalard sur l'évaluation en didactique reposent sur l'idée que s'il est possible d'envisager des évolutions des modalités d'évaluation, ce n'est qu'au prix d'un travail préalable de description et d'analyse du fonctionnement des pratiques évaluatives dans le cadre des enseignements disciplinaires en classe.
Se pencher sur les travaux d'Alté et de Chevalard va donc permettre de montrer qu'un apport de la recherche didactique sur l'évaluation peut être précisément d'aider à mieux comprendre les logiques qui sous-tendent les pratiques dans les classes pour réfléchir éventuellement ensuite à leurs évolutions ou à la formation en la matière. En outre, ce choix de présenter deux recherches historiques en didactique constitue en soi un intérêt, dans la mesure où l'ancienneté même de ces travaux peut aider à montrer la dimension structurelle des questions et tensions en jeu dans le fonctionnement des évaluations de la classe, alors même que ces questions sont souvent traitées dans une logique incessante d'innovation, de nouveauté, de changement, que l'on parle d'évaluation des compétences, d'évaluation sans note ou d'évaluation d'une baisse du niveau des élèves. L'ancienneté des travaux permet alors de prendre une certaine distance par rapport à ces discours qui promeuvent souvent, de manière cyclique, des transformations des pratiques d'évaluation des enseignants. Cette dimension structurelle des questions que nous allons voir dans l'évaluation scolaire peut d'ailleurs s'observer dans des recherches didactiques plus récentes qui ont abordé des problématiques proches et ont des résultats que ne semblent pas contradictoires avec ceux d'Alté ou Chevalard, pourtant obtenus dans les années 1980. En prenant donc ces deux exemples de recherche menées en didactique du français et en didactique des mathématiques, dans une approche critique de l'évaluation, nous verrons qu'il est ainsi possible de mieux comprendre les spécificités des pratiques évaluatives disciplinaires et les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs scolaires du fait de ces tensions structurantes propres aux disciplines d'enseignement concernées. Ainsi, ce qui au premier abord peut apparaître comme irrationnel ou illogique dans certaines pratiques d'évaluation peut, au moyen des recherches didactiques, gagner en intelligibilité. Dans une première partie, nous allons donc aborder les principaux résultats de la recherche sur les annotations de rédaction menées par Alté. Puis, dans une deuxième partie, nous reviendrons sur la recherche de Chevalard en didactique des mathématiques sur la notation de contrôle en classe. Et enfin, pour conclure, je soulignerai quelques éléments qui me semblent pouvoir nourrir nos débats et réflexions sur la formation à l'évaluation scolaire, et notamment en réfléchissant à propos de ce qui m'apparaît comme la responsabilité de la recherche lorsqu'elle intervient dans la formation d'enseignants. Le premier exemple de recherche didactique donc sur les évaluations que j'ai choisi s'appuie sur un célèbre travail d'Alté dans lequel ce didacticien analyse un corpus d'annotation de professeurs de français sur un ensemble de rédactions de collégiens. L'enseignement et l'évaluation de l'écrit constituent en effet des problématiques anciennes du système scolaire qui ont donné lieu à de nombreux travaux. On peut même considérer que ces problématiques sont au fondement même de la didactique, puisqu'on trouve de nombreux articles qui ont été consacrés à ces questions dans les années 1970, dans les premiers numéros de la revue Repères, une des revues de référence de cette discipline de recherche. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Alté va lui aussi particulièrement s'intéresser à cette question et y consacrer plusieurs articles. Dans l'un de ces articles, donc, ce didacticien va analyser des annotations de rédaction au collège. À partir d'un relevé, d'un classement de son corpus d'annotation, Alté souligne un premier résultat important. Les annotations, dit-il, portent significativement plus sur des aspects formels que sur l'objet même de l'écrit. Plus de 60% des annotations, en effet, portent sur la narration, la langue, le code, le style, la syntaxe, et moins de 40% des annotations ont trait à la fiction, l'histoire, le récit, la logique, les actions, bref, le contenu produit par les élèves. Par conséquent, il y a ici pour Alté une première tension majeure ou un premier paradoxe important dans l'évaluation de l'écrit à travers la rédaction. D'un côté, nous avons donc une consigne de rédaction qui demande explicitement à l'élève de produire un contenu singulier, le sujet de la rédaction, sans que cette consigne ne donne d'indications formelles précises sur le texte que l'élève doit produire, que ce soit sa longueur, son organisation, sa temporalité, etc. Et de l'autre, nous avons des annotations de l'enseignant qui sont centrées massivement sur la dimension formelle, l'orthographe, le lexique, le style, la syntaxe,
et qui portent moins souvent sur le contenu, la fiction, l'histoire racontée par l'élève, que ce soit la cohérence du récit, la caractérisation des personnages, des événements, etc. On pourrait donc se demander pourquoi les enseignants demandent aux élèves de créer des textes singuliers sur des sujets particuliers, si c'est pour les annoter essentiellement sur la forme, qui est commune à tout écrit, en s'intéressant assez peu au fond, pourtant propre à l'écrit qu'ils ont eux-mêmes demandé aux élèves à travers une consigne. C'est ce que Alté appelle le malentendu communicationnel de la rédaction. Et ce malentendu renvoie à des critiques régulières qui sont faites à propos de l'intérêt d'annotation enseignante sur les écrits des élèves, qui se limitent souvent donc à ces questions formelles. Et que ces critiques tendent souvent à mettre en cause les enseignants eux-mêmes. Mais si l'étude d'Alté montre effectivement que, conformément à ces critiques, ces annotations portent effectivement plus sur des aspects linguistiques au détriment des aspects textuels des écrits des élèves, les conclusions qu'en tire ce didacticien du français divergent nettement des discours qui viennent mettre en cause les enseignants eux-mêmes. Alté montre en effet que le paradoxe apparent d'une évaluation de l'écrit centrée sur la forme, alors qu'elle exige l'écriture d'un contenu original, n'est pas le fruit d'un fonctionnement singulier des enseignants évaluateurs. Au contraire, explique le didacticien, le privilège important accordé à la manière d'écrire au détriment de ce qui est écrit, l'attention focalisée sur le comment plutôt que sur le quoi, témoigne d'une bonne intégration des données de l'institution par les enseignants. Pour Alté, cette pratique des annotations est donc en fait tout à fait conforme à la configuration particulière de la discipline français et aux attentes de l'institution scolaire concernant cette discipline. Celle-ci est en effet construite historiquement et prioritairement comme le lieu d'un enseignement-apprentissage des normes linguistiques. Ainsi, l'importance accordée par les annotations enseignantes à la manière d'écrire plutôt qu'au contenu de l'écrit manifesterait le poids de ces attentes institutionnelles en termes de normalisation dans l'enseignement de la langue. Il s'agirait tout d'abord d'enseigner le code, les règles communes, d'enseigner à bien écrire ou à bien parler le français. L'observation apparemment paradoxale et problématique, ou critiquée, d'un déséquilibre dans les annotations enseignantes au profit des aspects formels et au détriment des commentaires sur le contenu, alors même que le sujet de la rédaction appelle l'élève à produire un récit original sans lui donner d'éléments formels, est donc en fait tout à fait convergente avec le cadre de fonctionnement de la rédaction et de son évaluation. Et ce qui apparaissait comme un paradoxe dans les annotations enseignantes peut avant tout être vu comme une tension de la discipline française elle-même. Dans un second temps, Alté essaye de caractériser ces annotations d'un point de vue discursif. Après avoir classé et compté les annotations, l'auteur va donc chercher à analyser la manière dont ces annotations sont écrites. Alté distingue trois catégories d'annotations. D'abord, les annotations verdictives, du type mal dit, incorrect, qui émettent un jugement concernant un non-respect des règles qui ne sont généralement pas rappelées à l'élève. Puis, il identifie les injonctions, du type mettez à l'imparfait, refaire le paragraphe, etc. Et enfin, les explications, souvent plus longues, qui concernent un problème pointé par l'enseignant, du type vous utilisez le présent, mais jusqu'ici, votre récit était au passé. Les résultats d'Alté montrent alors que les annotations verdictives et injonctives sont très majoritaires, les annotations explicatives étant très rares. Là encore, cette seconde série de résultats fait apparaître, selon Alté, un paradoxe important dans l'évaluation de la rédaction. Les annotations, qui sont supposées comporter une fonction formative, ne présentent généralement pas d'explication sur les raisons pour lesquelles les modifications devraient être opérées par l'apprenant. Il s'agit alors pour l'élève de rectifier sans que les annotations n'explicitent les erreurs ou dysfonctionnements à résoudre. On pourrait donc là aussi se demander pourquoi ces enseignants de français adoptent une posture si peu explicative, alors même qu'il est apparemment attendu des élèves qu'ils s'emparent des annotations pour améliorer leur texte et progresser dans leurs apprentissages. De nombreuses critiques sur les annotations des enseignants soulignent là aussi ce problème. Mais là encore, Alté
montre en fait que ce deuxième paradoxe apparent est également tout à fait conforme aux attentes de l'institution scolaire et de la discipline française. Ainsi, Alté, ainsi que d'autres chercheurs, ont analysé les contenus d'enseignement de la discipline française et ils ont montré la force de la configuration ancienne de la discipline dans laquelle la rédaction, ou plus tard la dissertation, apparaissent comme une forme d'aboutissement naturel dans lequel les élèves sont supposés réinvestir plus ou moins spontanément les enseignements de grammaire, orthographe, vocabulaire ou la lecture des œuvres littéraires qu'ils effectuent par ailleurs. Selon Alté, les tâches d'écriture sont ainsi considérées comme les lieux de couronnement de l'ensemble des activités, censées emprunter à tous les domaines, conjuguer les savoirs acquis ça et là, et refléter la qualité de leur intégration, notamment par rapport à des modèles littéraires. Ces activités d'écriture sont donc plutôt pensées comme des synthèses des autres domaines d'enseignement de la langue, l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire, etc. Compte tenu de ces logiques propres à la discipline française et à son histoire, qui tendent donc à constituer l'écrit en classe comme un aboutissement plus ou moins naturel et spontané, et non comme l'objet d'un travail à entreprendre, on comprend mieux le paradoxe apparent selon lequel les annotations sont rarement explicatives. On voit mal en effet quelles explications sur les problèmes de l'écriture sont à fournir par les enseignants, puisque la logique ancienne de la discipline française constitue l'écriture comme le lieu d'un réinvestissement final et naturel des apprentissages. On comprend aussi que le modèle sous-jacent à cette approche ancienne de la rédaction soit que le texte rendu par l'élève est quasi définitif, comme s'il ne fallait plus que régler quelques détails formels. Et il est donc logique que ces annotations enseignantes abordent rarement l'ensemble de l'écrit ou des paragraphes, mais portent le plus souvent sur des aspects locaux, des mots ou une phrase, comme s'il s'agissait d'affiner ce texte de l'apprenant considéré comme quasi terminé. De tels résultats me semblent donc appeler une certaine prudence dans les appels au changement en matière d'évaluation, appels qui reposent souvent sur la mobilisation des enseignants ou l'intervention en formation. Alté montre en effet combien les modalités d'évaluation sont constitutives des savoirs ou des contenus visés. Mais comme je l'ai dit, Alté envisage bien dans son article des évolutions possibles dans les modalités d'évaluation des productions écrites. Mais c'est précisément en s'appuyant sur cet important travail préalable qu'il mène de description de ces logiques et tensions disciplinaires qui contraignent ou orientent les pratiques de classe. En l'occurrence, les propositions dans cet article d'Alté concernant le changement encouragent à considérer l'écrit des élèves non plus comme un aboutissement ou un réinvestissement spontané, mais comme à faire de l'écrit le point de départ d'un travail spécifique sur l'écriture et la réécriture. Sans entrer dans le détail, on peut dire qu'il s'agit pour Alté moins d'évaluer l'écrit de l'élève par rapport à un modèle implicite de texte que d'essayer de repérer les logiques textuelles qui sous-tendent les choix d'écriture de ce dernier, en particulier les choix problématiques. Pour Alté, une telle évaluation formative de la rédaction, ou plutôt de l'écriture, puisqu'elle appelle des reprises successives, est évidemment une évaluation formative longue, individuelle et complexe. Cette pratique évaluative suppose donc une évolution de l'organisation pédagogique, et les annotations ne sont à considérer, selon lui, que comme des supports aux échanges entre enseignants et élèves. On voit donc que dans une telle approche didactique, penser le changement de pratique d'évaluation implique de repenser la conception du contenu évalué lui-même. Il y a ici une solidarité entre le contenu visé et la manière de l'évaluer, solidarité qui est au cœur des disciplines scolaires dans une approche didactique. C'est pourquoi les pratiques d'annotation sont d'abord pour Alté à replacer dans ces fonctionnements disciplinaires et évaluatifs qui dépassent les acteurs concernés, qu'ils soient enseignants ou élèves. Et au vu des travaux plus récents sur l'évaluation en français, travaux que j'ai déjà évoqués, ces difficultés semblent bien structurantes et semblent difficiles à éviter par la simple injonction à l'innovation, par la simple formation aux supposées bonnes méthodes ou par la seule bonne volonté des acteurs. La deuxième étude didactique que je voudrais maintenant
vous présenter concerne une recherche sur la notation en didactique des mathématiques par Chevalard. De nombreux chercheurs spécialisés en évaluation ou en docimologie ont en effet largement critiqué la validité des notes à l'école en dénonçant leur imprécision ou en dénonçant l'inégalité des pratiques de notation scolaire, puisque des copies identiques peuvent conduire à des résultats divergents en fonction des jurys ou des évaluateurs. Compte tenu de ces résultats, ces spécialistes en évaluation ont également appelé de longue date à réformer les modalités de notation pour un traitement plus équitable des élèves. D'autres chercheurs ont pu aussi appeler à l'arrêt de la notation ou à des évaluations par compétences ou par symbole. Ce sont des préoccupations anciennes, et il faut rappeler que le deuxième numéro de la revue francophone de référence en éducation, la revue française de pédagogie, paru en 1968, avait déjà pour objet le problème des examens. Et il faut aussi rappeler qu'en cette fin des années 1960, une circulaire du ministre de l'Éducation de l'époque, Edgar Faure, recommandait déjà l'abandon de la note et des classements à l'école au profit d'un système d'évaluation par lettres. Cette circulaire a été rapidement oubliée, mais ce n'est pas le cas de la question de la note ou de la question de l'évaluation par lettres, qui ressurgissent régulièrement dans les débats spécialisés ou publics. Pierre Merle, qui présentera en juin une conférence en présentiel dans ce cadre de ce printemps de la recherche 2023, a d'ailleurs écrit un article sur les polémiques liées à la notation scolaire. Et dans une des webconférences de ce printemps, Raphaël Paschini présentera lui aussi une communication qui abordera la question de la notation, et le résumé en ligne de la conférence qu'il va proposer précise qu'il s'agira en particulier de réfléchir à une approche de la notation constructive, c'est-à-dire une pratique de notation conçue dans une perspective d'évaluation en soutien des apprentissages. Il me paraît donc particulièrement intéressant de voir comment des recherches didactiques sur l'évaluation peuvent permettre de comprendre pourquoi, par-delà les difficultés et problèmes que pose la notation, cette pratique a perduré et semble solidement ancrée dans le fonctionnement des classes. Les travaux de Chevalard sur la note me semblent sur ce point particulièrement pertinents. Dans ces travaux, Chevalard va partir du fait que les recherches docimologiques sur la notation, que je viens d'évoquer, ne peuvent pas, selon lui, permettre de comprendre les pratiques de notation dans le fonctionnement quotidien des classes. En effet, ce didacticien des mathématiques insiste d'abord sur le fait que ces études docimologiques anciennes sur la notation ont essentiellement été conduites sur les examens et concours, dont les modalités de fonctionnement sont éloignées des évaluations quotidiennes en classe. On ne peut donc pas tirer, selon lui, de conclusions sur l'ordinaire de la notation en classe en se basant sur des recherches consacrées pour l'essentiel à l'extraordinaire que constituent les examens. Chevalard va donc précisément s'attacher à replacer dans la classe ce qu'il qualifie de faits d'évaluation pour mieux les observer et les analyser d'un point de vue didactique. Cette orientation théorique va conduire Chevalard à une deuxième rupture avec les approches historiques de la recherche sur la notation scolaire. Les recherches spécialisées en évaluation tendent en effet à aborder la notation comme une opération technique de mesure, comme si l'enseignant évaluateur qui note un travail d'élève était en train de mesurer la valeur de la copie, et comme si cette copie avait une valeur en elle-même qu'il s'agissait de déterminer. Une telle approche sous-entend donc qu'il existerait une note valide et juste, correspondant objectivement à une production que serait la copie, indépendamment du contexte et de l'appréciation subjective des évaluateurs. C'est cette conception qui sous-tend les recherches docimologiques que j'ai citées tout à l'heure, selon lesquelles les variations de notes données à une même copie par différents enseignants relèvent de biais ou d'erreurs d'évaluation qu'il s'agirait urgemment de régler. Or, Chevalard, comme d'autres chercheurs, critique ce présupposé.
la notation ne peut être, selon lui, réduite à une opération transparente, technique et objective de mesure. Au contraire, Chevalard va aborder la notation en classe en l'abordant du point de vue de ses fonctions didactiques, c'est-à-dire à travers le rôle que joue la notation dans le fonctionnement d'un système didactique. Rappelons que dans les travaux de cet auteur, un système didactique désigne le système de relations ternaires qui met aux prises un enseignant, des apprenants et un contenu disciplinaire d'enseignement. Or, dans le système didactique, la notation joue un rôle central selon Chevalard. Elle constitue en effet un rouage majeur du fonctionnement didactique puisque l'évaluation tend à formaliser et à rythmer la progression dans les contenus de savoir qu'organise l'enseignant. Dès lors, se mettent en place pour Chevalard des phénomènes de négociation didactique, plus ou moins implicites, entre l'enseignant et sa classe, autour du contenu de ces évaluations, du rythme ou des modalités des épreuves, de leurs difficultés, des barèmes de notation, etc. Car si le fonctionnement du système didactique contraint l'enseignant à conduire l'avancée des apprenants dans le savoir, cette avancée ne peut se réaliser sans que l'enseignant obtienne une reconnaissance par sa classe ou par une majorité d'élèves de la légitimité de la progression qu'il construit. L'avancée dans le savoir peut en effet prendre différents cheminements, différentes difficultés. Cette contrainte du système didactique requiert donc notamment de l'enseignant qu'il obtienne que les contenus qu'il a abordés soient reconnus par les apprenants comme légitimement exigibles dans les évaluations, afin de pouvoir passer aux enseignements à venir. En effet, si l'enseignant n'obtient pas cette reconnaissance, la progression du groupe classe dans le savoir est empêchée, voire remise en cause. Or, Chevalard montre que cette dynamique de reconnaissance des contenus, qui peuvent être légitimement considérés comme des acquis de la classe, procède notamment des résultats obtenus lors des évaluations. Par exemple, si une petite minorité d'élèves obtient des notes positives à un devoir, la classe peut contester la légitimité de l'avancée et exiger le retour vers des contenus antérieurs. À l'inverse, une large minorité de notes excellentes peut apparaître comme un affaiblissement des contenus requis ou du travail à fournir pour avancer. Selon Chevalard, l'évaluation et plus encore la notation participent donc du point de vue de l'enseignant au pilotage de sa classe autour des objets de savoir. Ce processus est à entendre dans un sens dynamique. L'évaluation est ainsi à la fois ancrée dans l'enseignement qui a été réalisé, les savoirs désormais exigibles, tout en déterminant l'avenir, les savoirs qui vont pouvoir être abordés. À partir de ce choix théorique, ce qui apparaissait donc comme non transparent, incohérent ou problématique dans la notation est alors susceptible d'être éclairé d'un point de vue didactique. En particulier, ce que les spécialistes de l'évaluation décrivent comme des biais ou erreurs d'évaluation devient plus intelligible du point de vue du fonctionnement du système didactique et de ses contraintes. Par exemple, on peut ainsi mieux comprendre la logique d'un phénomène souvent dénoncé par les spécialistes de l'évaluation. Le fait que les notations des enseignants n'utilisent pas l'ensemble de l'échelle des notes possibles, par exemple, toute la diversité des notes allant de 0 à 20, mais que les enseignants tentent à regrouper la majorité de leurs notes à proximité de la valeur moyenne des notes qu'ils attribuent. Cette distribution forcée des notes, leur regroupement plus ou moins artificiel, participe pour les docimologues à décrédibiliser la validité des notes scolaires. Mais à partir de l'étude de Chevalard sur la distribution des notes données au cours d'une année par un enseignant, on comprend cette tendance à limiter la dispersion des notes en replaçant ce phénomène dans l'économie du système didactique. En effet, ce système didactique oblige, comme on l'a vu, l'enseignant à construire un groupe classe pour lesquels les contenus évalués ou le niveau des exigences peuvent être collectivement légitimés. Une certaine homogénéité des notes données, qu'elles soient positives ou négatives, contribue ainsi à rendre manifeste ce contenu visé et ce groupe classe. Si les notes données à un devoir s'étendaient sur l'ensemble de l'échelle, il serait beaucoup plus complexe de circonscrire
un tel contenu légitime collectivement. On comprend alors que le comportement de l'enseignant évaluateur n'a pour Chevalard rien de pertinent si on s'obstine à le rapporter, comme le font les docimologues, au modèle forcé de la mesure assignée à chaque copie et de la justice qu'il faudrait rendre à chaque apprenant. Ainsi, le contrôle des connaissances, le devoir surveiller la note, constitue bien dans ce cadre théorique la manifestation, à un moment donné de l'histoire de la classe, d'un certain état du rapport de force qui se joue dans la négociation implicite entre enseignants et élèves à propos du savoir. C'est pourquoi aussi les notes obtenues par une classe ne peuvent être analysées indépendamment les unes des autres. Pour en percevoir le sens ou la signification, il faut prendre en compte non pas chaque copie séparément, mais étudier l'ensemble des notes qui ont été données. Pour l'auteur, la note attribuée devient alors un message qu'il faut ajuster au mieux en fonction de la situation didactique. Ce message permet à l'enseignant de signifier aux élèves les positions et directions à suivre par rapport aux enjeux didactiques. Là encore, on comprend mieux donc le sens que peuvent prendre les hésitations, les négociations de l'enseignant pour noter au quart de point près ou au demi-point près, pratiques qui sont souvent critiquées, voire moquées par les spécialistes de l'évaluation. À la lumière des recherches didactiques de Chevalard, il n'y a en fait rien là d'irrationnel, d'excessivement pointilleux. Les enseignants ne se méprennent pas sur le degré de précision de leur jugement ou de leurs critères de notation. Comme l'explique en effet Chevalard, ce qui se joue tant pour l'enseignant que pour l'élève, dans la note de 13,5 ou de 14, dans la note de 9,5 ou de 10, n'est pas à analyser du point de vue d'une supposée recherche de la valeur objective de la copie. Ce qui se joue est au contraire un message ou une information délivrée quant au positionnement par l'enseignant de l'élève ou de la classe par rapport à des exigences de savoir dans le système didactique au moment de l'évaluation. Ainsi, si Alté nous a permis de voir en quoi les pratiques évaluatives sont liées à la conception disciplinaire des contenus, Chevalard montre plus largement en quoi l'évaluation et la notation participent de l'institutionnalisation des savoirs dans la classe, au sens où ces pratiques contribuent à formaliser des situations qui instituent les savoirs attendus et qui instituent les manières de rendre compte de l'acquisition de ces savoirs. Cette importance de l'évaluation dans le fonctionnement du système didactique a d'ailleurs été soulignée par d'autres didacticiens, dans la mesure où l'évaluation contribue à faire apparaître ce qui est demandé, ce qui est exigé ou ce qui est moins important dans le système didactique. Comme le disent nombre de didacticiens, il s'agit là du contrat didactique implicite, ce que écrivent ici Joshua et Dupin. L'évaluation confirme ce qui doit être considéré comme important et ce qui est secondaire, ce qu'il est décisif de savoir faire et ce qui est accessoire. En ce sens, disent-ils, l'évaluation est au cœur du contrat didactique et sert à piloter la classe, à gérer le contrat didactique et son évolution. À la suite des travaux de ces didacticiens et de ceux de Chevalard, on peut ainsi se demander s'il n'y a pas là une explication possible à l'attachement scolaire à la note, pourtant décriée, ou une explication à la difficulté à institutionnaliser des évaluations sous forme de lettres ou symboles, voire aussi une explication de la propension à reconstruire des informations chiffrées sur la base de ces lettres ou symboles. Ce serait une forme d'attachement fonctionnel, les résultats chiffrés pouvant en effet mieux synthétiser l'information des positions des élèves et des classes par rapport au contenu exigé. Comme je l'ai souligné dans le cadre des recherches d'Alté précédemment, ces recherches de Chevalard sur la notation supposent donc, selon moi, de mieux comprendre les pratiques de classe avant d'appeler à leur transformation, avant de faire des propositions d'innovation telles que l'abandon de la note, ou avant de promouvoir en formation d'autres pratiques évaluatives, quel que soit bien sûr leur intérêt intrinsèque. C'est ce sur quoi je voudrais insister pour conclure. Alors pour laisser toute sa place au débat, je voudrais simplement rappeler comme l'objectif était dans cette communication d'identifier en quoi certains travaux des didactiques sur l'évaluation peuvent d'une part aider
à avancer dans notre compréhension des fonctionnements de l'évaluation dans les disciplines scolaires et nous aider d'autre part à avancer dans notre réflexion sur la question de la formation des enseignants à l'évaluation. Les travaux d'Alté et Chevalard permettent en effet de montrer que les pratiques d'évaluation, qui peuvent parfois apparaître au premier abord comme discutables ou peu rationnelles, constituent en fait des rouages des enseignements disciplinaires. D'une certaine manière, ces approches didactiques soulignent en quoi les évaluations ou annotations sont à penser solidairement des contenus disciplinaires eux-mêmes. Changer l'évaluation revient donc ici à changer non seulement le contenu évalué, mais aussi le contenu enseigné, comme nous l'avons vu avec Alté. Il nous faut donc, je crois, nous questionner sur l'idée de pratique, d'approche ou méthode de référence en évaluation à aborder en formation. Sur ce plan, je propose 3 éléments importants qui pourraient être, selon moi, tirés des approches didactiques de l'évaluation que j'ai présentées, en vue de réfléchir aux enjeux de la formation des enseignants sur la question. Il me semble tout d'abord intéressant d'organiser dans la formation la mise en discussion des nombreuses propositions méthodologiques en évaluation et la mise en discussion même de la signification du nombre et de la diversité de ces propositions méthodologiques. Il me semble ensuite important de s'inscrire dans une analyse tenant compte de la spécificité des contenus d'enseignement et apprentissage en jeu dans les dispositifs et pratiques disciplinaires scolaires. Enfin, il me semble important de s'appuyer d'abord sur une recherche didactique considérée comme une discipline d'analyse des problèmes que posent les contenus à enseigner ou évaluer, avant de considérer la didactique comme une discipline de résolution de ces problèmes. Pour en revenir à Guagou, que je citais au début de ma communication, il me semble ici qu'on touche à l'importance que donne ce chercheur à l'étude des activités de classe par rapport aux modèles théoriques, aux propositions d'innovation, en vue de constituer une recherche potentiellement utile. On touche ici à quelque chose qui ressemble à une responsabilité théorique de la recherche. Mais on touche certainement aussi à une responsabilité pédagogique de la recherche lorsqu'elle intervient en formation. En effet, présenter en formation des pratiques ou méthodes d'évaluation comme des modèles ou solutions professionnelles, sans toujours disposer des études empiriques sur leur mise en œuvre effective et les problèmes qui pourraient s'en suivre, cela pourrait non seulement ne pas améliorer les pratiques de classe, mais cela pourrait aussi avoir des effets non souhaités sur les activités de classe. Sur ce point, la prudence pédagogique de la recherche me semble ainsi particulièrement de mise concernant le risque de renforcer le poids pesant sur les enseignants. En effet, si on leur présente en formation des méthodes d'évaluation en tant que solutions existantes aux difficultés évaluatives qui se posent en classe, que se passera-t-il pour la confiance professionnelle de ces enseignants si la mise en œuvre de ces méthodes ne produit pas les bénéfices annoncés ou qu'elle génère d'autres problèmes? Évidemment, je pourrais dire que d'une certaine manière, je prêche pour ma paroisse, puisque ces orientations et cette relative prudence dans la recherche font partie de celles que je défends dans le livre à paraître que j'ai déjà évoqué. Mais je suis tout à fait prêt et intéressé pour en discuter avec vous, ce qui est la moindre des choses, puisque le titre de ce livre, comme ma présentation, insiste sur la nécessité du dialogue critique. Je vous remercie. Merci Daniel pour cette présentation et ce clin d'œil effectivement final. Alors, il y a des questions, de rares questions dans le chat, mais peut-être qu'une concernant le français, les annotations en français, pourrait répondre peut-être même à plusieurs questions. Oui. Donc, la première question, pourriez-vous préciser de façon concrète comment évaluer une rédaction pour permettre aux élèves de s'améliorer et expliciter le concept d'évaluation critériée? Avec un exemple. Si vous Alors, justement, c'est l'article d'Alté, l'ensemble de ses travaux, l'intérêt que j'y vois, c'est que précisément, il fonde une proposition d'amélioration de ce qu'il considère comme des pratiques d'annotation qui soient formatives, en insistant sur la nécessité notamment de changer l'approche du texte de l'élève en le considérant comme un objet de travail et non plus comme un objet final. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ici,
toute production écrite ne serait pas considérée comme un aboutissement du travail demandé à l'élève, mais en fait le début d'un travail. Je crois que c'est sur ce point que la proposition d'Alte, mais d'autres bien sûr en didactique du français, est peut-être la plus, disons, entre la plus en rupture avec la configuration ancienne de la discipline française qui tend plutôt à considérer les écrits des élèves comme la finalité ou la fin d'un travail, et l'aboutissement de ce travail. Et à partir de là, il me semble qu'il propose quelque chose aussi qui est tiré, on pourrait dire, des approches plus philologiques, c'est-à-dire l'idée que l'élève a toujours, entre guillemets, de bonnes raisons, ou en tout cas une raison d'écrire ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il propose de s'engager dans une pratique d'annotation qui prenne appui sur une lecture qu'il appelle symptomale du travail des élèves, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi l'élève en arrive à écrire telle ou telle chose ou faire tel ou tel choix, et non pas sanctionner un possible manquement, on va dire, à une règle ou une norme qu'il ne faut bien sûr pas négliger. Hein, ce n'est pas son idée. Mais il essaye plutôt de partir dans le sens inverse, c'est-à-dire d'essayer de se poser la question de pourquoi l'élève en est arrivé à faire ce choix, et éventuellement avec des raisons, des problèmes, mais en se posant la question du pourquoi, pourquoi tel choix d'écriture, pourquoi tel choix problématique d'écriture, et on va pouvoir, à partir des annotations et bien sûr d'un dialogue avec l'élève, clarifier ce problème, et non pas sanctionner ce qui, de toute façon, pour l'élève, compte tenu des fonctionnements ordinaires de l'annotation, ne permet pas d'être compris, puisqu'il y a les annotations, dans leur configuration traditionnelle qu'étudie Alte, n'ont pas pour objet d'expliciter les problèmes. Hein, elles sont juste là pour pointer, et comme il l'a montré, essentiellement des aspects formels. Donc je crois que ce que le travail d'Alte permet, c'est de modifier ce regard sur le travail, c'est-à-dire considérer d'abord qu'il s'agit là d'un point de départ, et ensuite de ce qui n'est pas facile d'ailleurs quand on est enseignant, de sortir d'une pratique d'annotation sanctionnante entre guillemets pour être dans une lecture donc symptomale, c'est-à-dire une lecture qui essaie d'identifier les problèmes qui se posent et leurs raisons. Mais bien sûr, comme le dit Alte, il n'y voit pas là une recette miracle, il considère que c'est voilà, il a écrit un article qui s'appelle Pour changer l'écrire, donc c'est vraiment quelque chose qui est pour lui un énorme projet. C'est pas un changement ponctuel, ça modifie complètement le statut de l'écriture, le statut de l'écrit, la temporalité de l'écriture, plutôt d'ailleurs vers des réécritures, etc. Donc ce n'est pas justement ce sur quoi Alte insiste, c'est qu'on n'est pas dans une logique de méthode d'évaluation. C'est précisément, ça oblige à repenser le contenu lui-même. Et c'est peut-être là ce qui fait aussi la difficulté de ces propositions. Alors, sur la question de l'évaluation critériée, de toute façon, moi, comme je l'ai dit dans ma communication, je ne pourrais pas proposer une définition qui me semble, disons, la plus pertinente, parce que précisément, ce qui me semble intéressant, c'est de mettre en discussion les définitions. Parce que c'est toujours quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que les enseignants, mais nous, en tant qu'enseignants, des collègues, que ce soit plus ou moins experts, etc., ou en formation, nous sommes, les propositions méthodologiques d'évaluation, qu'elles soient critériées, formatives, et toutes les évaluations que l'on veut, ne manquent pas, les guides d'évaluation. Et donc, précisément, c'est ce que je propose d'interroger en formation. C'est-à-dire, au lieu de précisément fournir des définitions qui, de toute façon, sont incessantes, il y a autant de définitions que d'auteurs, que de traditions, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire apparaître, il me semble, les variations dans ces définitions, d'essayer de comprendre aussi en quoi ces définitions prennent plus ou moins la possibilité de définir des critères sans prendre en compte, par exemple, parfois, comme c'est le cas dans certaines approches généralistes ou spécialisées de l'évaluation, la spécificité des contenus eux-mêmes, c'est-à-dire établir des critères d'évaluation éventuellement formative, mais indépendamment d'une prise en compte de la spécificité des contenus. C'est pour ça que, de mon point de vue, c'est moins intéressant pour moi de travailler sur une définition que de mettre en discussion des définitions qui sont plus ou moins contradictoires, qui font apparaître des choses différentes. Voilà ce que je dirais plutôt. Merci. Une autre question. Que pensez-vous de l'évaluation par contrat de confiance
qui consiste à expliciter, voire donner à l'avance le sujet de l'évaluation afin que les élèves s'y préparent. Oui, merci pour ces questions. C'est une question très intéressante. Et alors, je ne sais pas si c'est une. Il me semble que c'était. Je crois l'avoir beaucoup vu chez André Antibi, il me semble, si je ne me trompe pas, qui était un didacticien des mathématiques, hein, si je ne me trompe pas, c'est lui qui, enfin, lui, entre autres, qui a parlé de ses propos, enfin, qui a fait notamment, qui a relayé, je ne sais pas comment il faut dire, ses propositions. Alors, je pense que de toute façon, les recherches ont montré que tout ce qui tend à mettre à obliger ou conduire à une forme d'explicitation les pratiques de classe, par exemple, donc, faire travailler les élèves, discuter les élèves, c'est-à-dire rendre apparent, rendre travailler à l'explicitation des manières de faire, des modalités, des critères, etc. De toute façon, les recherches ont montré qu'il y avait un intérêt. À partir du moment où on travaille avec des élèves, de ce point de vue-là, ça a un intérêt. Après, je pense que les didactiques ont aussi montré, et c'est même pour Brousseau de manière, alors Guy Brousseau, didacticien des mathématiques, un des fondateurs de la didactique des mathématiques, dans un article qui réfléchit lui aussi à l'intérêt de la recherche didactique pour des enseignants, qui se pose cette question de quel pourrait être l'intérêt, avance l'idée qu'un théorème de la didactique serait que précisément à partir du moment où l'on croit à une méthode, eh bien généralement, ou plutôt à partir du moment où on s'en remet à une méthode en tant qu'enseignant, eh bien un théorème de la didactique et que cela produit un échec. Parce que précisément, comment dire, considérer qu'il est possible de résoudre des problèmes de classe en mettant en place ou en appliquant une méthode est de toute façon un problème, puisque précisément ce qui fait que telle ou telle pratique marche, c'est précisément, comme d'ailleurs le montre Guabou, le fait qu'à un moment donné, on est en mesure de s'approprier, de transformer, d'intégrer dans des manières de faire une certaine, par exemple, une pratique d'évaluation par contrat de confiance. Mais sans remettre de toute façon à l'idée que une méthode va résoudre un problème et en général source d'échecs. C'est ce que, en tout cas, Brousseau appelle son théorème, un théorème qu'il a notamment élaboré à partir d'une étude des dysfonctionnements liés à la réforme des mathématiques modernes dans les années 70. À partir du moment où, donc, en tant qu'enseignant, on se confie d'une certaine manière à une méthode, eh bien, on arrête précisément de faire fonctionner le contrat didactique implicite de la classe. Bon, c'est ce que montre Brousseau, je ne peux pas vraiment m'appesantir dessus, mais je pense que c'est intéressant pour y réfléchir, pour en débattre, parce que précisément, peut-être, ça oblige à un pas de côté par rapport à l'idée de se référer à des méthodes qui nous tireraient d'affaire, d'une certaine manière, même si elles sont toujours intéressantes. Alors, il y avait une autre question qui porte, à mon sens, sur l'ensemble de votre présentation. Donc, évaluation en didactique ou analyse didactique des pratiques évaluatives des enseignants? C'est très intéressant. Alors, merci pour cette question également. Donc, je remercie les trois personnes pour ces questions. Je trouve ça intéressant. Je ne suis pas... Alors si on entend ici didactique au sens de la recherche didactique, c'est-à-dire une recherche qui analyse les phénomènes liés à la classe en tenant compte des spécificités disciplinaires des contenus en jeu dans ces enseignements, je dirais ici qu'il s'agit plutôt d'une analyse didactique ou d'une analyse ancrée dans une théorie didactique ou une approche théorique didactique des pratiques évaluatives des enseignants. Mais on parle aussi effectivement d'évaluation en didactique des maths ou d'évaluation en didactique du français. Il y a parfois, je suis d'accord, une certaine ambiguïté, notamment en raison du fait que les didactiques elles-mêmes, didactique des maths, de l'EPS, etc., ont aussi fait des propositions d'évaluation. Par exemple, Alté, il analyse les pratiques évaluatives d'un point de vue des enseignants de français en tant que didacticien du français, mais lui-même fait des propositions d'évaluation ou de forme d'évaluation. Et c'est une des difficultés, effectivement, de la recherche didactique sur l'évaluation, c'est qu'on ne sait pas toujours si l'on parle de l'évaluation mise en œuvre par les enseignants dans leur classe ou l'évaluation telle qu'elle est élaborée par des modèles ou des méthodes d'évaluation par des didacticiens. Je suis d'accord. J'aurais moi-même une question, si oui, vous le permettez. Lorsque vous avez
énumérer hein, les 3 catégories d'annotation. Bon, vous avez Oui, parlé Alté. d'après Alté. Hein, Oui, oui. bien sûr qu'il y a un paradoxe puisque ces annotations formatives, eh bien, sont alors en contradiction, en paradoxe en tout cas, on va dire, avec le fait que l'élève doive rectifier sans explicitation ses propres erreurs. Hein. Et finalement, parmi ces trois catégories d'annotation, y en a-t-il une qui vous semble plus formative que d'autres? Et Oui, formative au sens de, bien sûr, former les élèves aux apprentissages, les faire progresser dans leurs apprentissages. oui, c'est intéressant parce que justement, Mmh. paradoxalement, on pourrait dire, ben, oui, a priori, c'est l'évaluation, c'est les annotations explicatives qui ont plus de valeur formative, mais ce qu'Alté montre dans son article, voilà, j'invite tout le monde à lire parce que là, évidemment, je n'ai pas tout abordé, c'est que ces annotations, elles produisent aussi des effets non souhaitables. Donc, par exemple, le fait que en fait, elle génère d'autres problèmes, puisque la modification par l'élève n'est pas exactement toujours. En fait, la modification elle-même peut elle-même créer un autre problème. Et donc, en fait, c'est un petit peu paradoxal, mais parfois, on peut penser que une annotation qui a une certaine économie, qui est juste une, comment dire, un petit deux mots qui est mal dit ou à revoir, relis, etc., donc des verdicts ou des injonctions, on ne manque pas d'une certaine valeur parce qu'avec une certaine économie, elle signale à l'élève ou elle l'oblige à reprendre quelque chose. L'explication, effectivement, peut poser un autre problème, puisque, ben, déjà, évidemment, elle est plus soumise à. Elle produit peut-être plus d'effets d'incompréhension, paradoxalement. Et puis surtout, une autre chose que Alté décrit dans son article, qui est vraiment très intéressant, c'est le problème, mais bon, qui évidemment, je pense que nous sommes certainement beaucoup d'enseignants, je pense que nous sommes tous collègues ici, donc quand on pointe des problèmes dans un texte, on est toujours embêté par le fait que tout, entre une modification locale et des réorganisations globales du texte, et que il y a certains problèmes qui supposeraient une refonte complète du texte et certains problèmes qui effectivement touchent essentiellement à des mots ou des portions de phrases. Et donc, là aussi, c'est une contrainte forte qui pèse dans ces annotations, parce qu'à partir du moment où on considère que véritablement l'ensemble du texte peut être repris, ah ben, à ce moment-là, on ne peut plus s'en tenir à juste des aspects ponctuels. Et il faut peut-être d'abord s'attaquer à, je ne sais pas, l'organisation générale, la cohérence globale, etc., l'enchaînement des idées, avant d'aller régler des petits problèmes locaux. Et donc, le fait que pèse sur ces problèmes du poids entre des réorganisations globales qui appellent un énorme travail ou des aspects de correction locale, ben, du coup, on comprend mieux pourquoi, effectivement, on s'en tiendra souvent à des aspects un petit peu localisés et non pas, on ne va pas se lancer dans une réécriture globale. Là, par exemple, c'est le cas pour les mémoires de PE ou les mémoires là actuellement des concours d'enseignement. Ben, je veux dire, on va pas. C'est très compliqué de faire des remarques qui vont porter sur l'ensemble du texte, donc on est toujours un peu pris par ce genre de tension. Donc c'est certainement la manière dont s'équilibrent ces trois formes d'annotation qui intéressent effectivement Alté. Alors, je vous remercie. J'avais d'autres questions, mais je vous les poserai en présentiel. Ah oui, on se voit effectivement. Puisqu'il s'agit maintenant de conclure, nous sommes arrivés au bout de notre temps. Donc, Merci. je remercie l'auditoire hein, pour pour la connexion. Je remercie Daniel Barthes pour sa présentation extrêmement claire. Et je vous invite à la prochaine conférence qui aura lieu le 12 avril, c'est-à-dire demain. Une présentation par Alban Robles, docteur en sciences de l'éducation, avec pour titre Éthique et évaluation, le choix sensible. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.